Amis du puzzle de la vérité, bonjour. Voici donc un nouvel épisode, une nouvelle aventure, avec un invité qui vient pour la première fois dans l'émission Le puzzle de la vérité, mais avec qui j'avais déjà fait une émission dans une autre émission qui s'appelle La mafia des primo de commerce. Alors là, il vient, il va vous raconter une histoire, une suite, une continuité, et vous montrer que les choses sont relativement liées les unes aux autres. Est-ce que tu es là, Richard? Oui, bonjour, 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 Richard. Bon, cher Richard, oui, tu vas te présenter simplement pour que les gens reprennent le fil conducteur que tu avais lancé dans la première partie, oui. d'accord? Et puis après, ben, je te laisse la parole, il n'y a pas de souci. Vas-y, c'est à toi. Ben, je suis Richard Armenante, j'ai 74 ans, j'ai été chef d'entreprise, j'expliquerai comment cela s'est déroulé. J'ai fait donc des études d'informatique à l'origine chez IBM, la mécanographie, etc. Puis une opportunité s'est présentée à moi, j'expliquerai tout à l'heure comment je suis devenu dirigeant de la société phocéenne de matières plastiques, Riviera, qui fabriquait des produits sanitaires numéro un européen du mécanisme de WC. On avait inventé les doubles commandes, etc. Et le pot Riviera, le bac à réserve d'eau. Voilà. D'accord. Donc, principal produit. Voilà. C'était une Alors, belle aventure, en fait. ah oui, oui, une belle aventure, 20 ans, presque 20 ans. Et donc, Bon, je regrette rien. Après, je ne suis pas parfait. ben, J'ai mes défauts et mes qualités, bien entendu. bon, alors je crois que Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un préambule à faire avant oui, j'ai un d'attaquer le sujet. préambule. Eh Euh, ben, vas-y, bon, vas-y, à la, la parole. la vérité, c'est quelque chose de formidable. La vérité, ça ne peut pas être enfermé. Ça Ouais, nous rend libres et elle est sans pitié. Elle est sans pitié surtout pour ceux qui passent leur temps à raconter n'importe quoi et à dire n'importe quoi. Maintenant, c'est ouais. un chemin compliqué, le chemin de la vérité. C'est un chemin complexe, difficile, parce qu'on a affaire à des humains et c'est là toute la problématique. Alors, comme disait Nelson Mandela que j'ai rencontré, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et j'ai beaucoup appris à 74 ans. Qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris que la France est dans un déclin total, un déclin intellectuel, un déclin économique. Le mensonge, la tricherie, l'esprit de collaboration à la médiocrité règnent en maître dans ce pays. Et tous les problèmes que nous connaissons déclinent de tout ça. Je dirais décline, c'est presque, on est dans le déclin qui décline. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai aussi plaisir à dire une injustice faite, ne fût-ce qu'à une seule personne, est une problématique pour tout le monde. Ouais. Parce que laisser faire une injustice, c'est ne pas être responsable. Donc, une injustice, c'est quelque chose qui doit être traité et doit être réglé. Et j'ai souvenir d'ailleurs, pour dire que le monde a changé en France. Ma maman, ma famille, qui était des résistants, ma maman était décorée de la Grande Croix de la Légion d'honneur, euh, à titre posthume, son mari ayant été assassiné par la Gestapo. Elle avait saisi le général de Gaulle à une période pour dénoncer un dysfonctionnement de l'administration. Le Ouais. général de Gaulle lui a répondu dans les 15 jours, « Chère madame, c'est rétabli. Ces gens-là n'existent plus. » Et depuis 1970, le déclin a été entamé. Or, le déclin, il s'exprime de plusieurs façons. Aucune administration ne fonctionne. L'école, elle est dans les bas-fonds. La justice, on est classé par le CEPEJ, la Commission européenne pour l'évaluation des justices, 37e sur 43. La justice est devenue donc une justice qui fait des jugements arbitraires. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Claire Daly. Claire Daly, députée européenne, irlandaise, qui m'a questionné et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger un certain nombre de réflexions. Je n'étais pas seul d'ailleurs parce que je l'ai mis en contact avec Ernest Pardo, qui lui Ouais. aussi a délivré
un certain nombre d'informations et elle a fait un rapport donc sur la justice française et a confirmé donc l'arbitraire des décisions de justice et la médiocrité judiciaire du pays. Oui. Donc voilà, il n'y a pas un pan qui marche bien. L'industrie, elle a été divisée par 3. Alors on arrose sur le tourisme. On n'a plus que ça en tête. Les paysans, c'est fini. 60% de ce qu'on mange, on l'importe. Alors qu'en 1970, 95% de ce qu'on mangeait provenait de la paysannerie et de l'industrie agricole. Tout à fait. Donc 60% de ce qu'on mange. Des déficits budgétaires abyssaux, déficits du commerce extérieur abyssaux, etc., etc. Je vais arrêter là ma démonstration. La France est devenue donc un pays de fonctionnaires. Donc, tout à l'heure, j'écoutais un maire qui a écrit un livre et qui dit, qui a écrit, le titre du livre, c'est La dictature bureaucratique. Ouais. Et l'administration a un tel pouvoir et il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays. Nous, on fait office de contre-pouvoir et je t'en remercie. Moi-même, je suis un contre-pouvoir face à la médiocrité, face au combat judiciaire que j'ai mené, Ouais. que je vais continuer. Et donc, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc, forcément, l'être humain, il est ainsi. Quand il a du pouvoir, il en abuse. La France est en train de devenir un pays de fonctionnaires, un pays de tourisme. Et on a besoin donc de faire venir des gens qui sont capables d'accepter d'être les nouveaux esclaves donc, de ce pays. Ouais. Quand on voit par exemple ce qui se passe en Pologne ou en Ukraine, quand on regarde les salaires des Polonais et des Ukrainiens, 200 € par mois, comment tu veux concurrencer ça? Ce n'est pas possible. Ben oui. Dernièrement, j'ai appris qu'on avait envoyé 370 000 pommiers en Ukraine qui vont être plantés. Moi, je connais bien les Hautes-Alpes. Et dans les Hautes-Alpes, il y a donc des gens qui cultivent des pommes. Eh bien, ils vont disparaître. Comment lutter contre les futurs paysans ukrainiens à 200 € par mois? Donc là est le problème. Et puis, on apprend partout. Ah, mais oui, mais là, ça venait d'Ukraine, donc on a un problème. On a l'impression que tout vient d'Ukraine. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a une réalité. Et donc, c'est la responsabilité de tous les partis politiques, absolument tous, qui ne se sont pas vraiment indignés. Les partis d'opposition. Mais ils ne cherchent pas à s'indigner, en fait. Hein. Ils ne cherchent pas à s'indigner. Donc, qui s'indigne? Nous. Alors, donc, cette indignation, j'ai eu l'occasion de la dire. Et j'ai écrit, tout à l'heure, j'y reviendrai, j'ai écrit au premier président de la Cour de cassation qui n'a pas eu d'effet, malheureusement. J'ai écrit tout ça et tout à l'heure, je m'inspirerai un petit peu de ce que je lui ai écrit parce que je lui ai fait un résumé. Et je rappellerai ce qu'avait écrit Hitler dans Mein Kampf. Hitler avait dit « Je ferai de la France l'aire de repos de mes soldats. » C'est fait. C'est fait, c'est ce qui est en train. Alors moi, j'ai rien contre le tourisme, attention. Je trouve que le tourisme, c'est bien, mais quand on n'a plus que ça, ça tire vers le bas. On n'arrive plus à payer les retraites, on n'arrive plus. Moi, je me souviens de mon papa, il était ouvrier. À la retraite, il gagnait l'équivalent de 2 000 € par mois. Bon, à l'époque, quand on partait à la retraite, on avait pratiquement 75% des salaires. Maintenant, c'est 50% et c'est les 25 meilleures années. Bon. Donc, on voit bien qu'on s'appauvrit de jour en jour, que les revenus ont été divisés par 2 et c'est ça qui crée toute cette médiocratie et qui ne tire pas le pays vers le haut. Bon, voilà ce que je voulais dire en préambule, voilà. Qui me paraît si tu veux bien, essentiel. Si tu veux bien, alors, Richard, je vais compléter ton préambule. Oui, je t'en prie. Avec une petite information que j'ai reçue ce matin très très tôt par une amie à moi que tu connais peut-être, qui s'appelle Stéphanie Gibault. Oui, je la connais, oui. D'accord. Stéphanie Gibault, elle m'envoie un email ce matin avec une chose incroyable, faillite d'entreprise
une lanceuse d'alerte dénonce le scandale des milliards envolés. C'est paru ce matin dans le journal Le Monde du 20 février 2023, publié à 5h15 du matin. Oui. Avec la faillite d'entreprise lanceuse d'alerte. Et là, la dame qui s'appelle Ouria Aouimer, directrice générale de l'agence de garantie des salaires chez elle à Paris le 17 février 2023. Les deux journalistes qui font l'article s'appellent Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Oui. Il faut que tu regardes cet article-là, Richard. Je le regarderai. C'est une dénonciation par le monde de milliards qui s'en vont, qui étaient attachés à la masse salariale. Et qui sait qui sont encore les coupables? Toujours les mêmes, les mandataires liquidateurs. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc je te le dis parce que c'est important. Voilà. Et je l'ai reçu 3 fois ce matin par 3 contacts différents, mais c'était Stéphanie Gibault la première, en fait. Voilà. Je voulais te le dire parce que c'est un article à lire. Ah oui, oui, tout à fait. Je le lirai. Surtout que, oui. Ça va confirmer tout ce que tu vas dire maintenant, présentement. Bien sûr. Alors, j'avais écrit au premier président de la Cour de cassation parce que je pressentais, au vu de ce que nous avons décrit ensemble en préambule, je pressentais donc une décision qui allait m'être défavorable. J'ai même, à un moment donné, j'avais écrit à un magistrat sur son mail. J'avais repris une citation humoristique d'un humoriste dont le nom ne me vient pas, mais qui disait « Si tu n'obtiens pas gain de cause, que tu n'as pas frappé assez fort ». Et je crois que c'est Pierre Desproges. Et donc j'ai repris cette citation en écrivant à la magistrate qui avait fait quelque chose de très négatif à mon égard. Et je lui dis si j'obtiens qu'un gain de cause, que je n'ai pas frappé assez fort. Et donc du coup, le président de la Cour de cassation ou l'avocat général, je ne sais plus, a téléphoné à mon avocat qui m'a sermonné, m'a dit oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Mais au bout du compte, j'ai eu une décision qui m'a été défavorable et mon avocat, bon, je ne lui en veux pas, mais il est dans le système et donc il ne se rend pas compte de la difficulté. Il ne voit pas le vrai problème. Il est dans le système et donc il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. C'est certain. Donc je ne lui en veux pas, je ne lui fais pas des excuses, mais je lui dis qu'il aurait dû être beaucoup plus agressif pour me défendre. Mais bon, ça demande d'avoir un esprit de résistance. Je ne sais pas, peut-être je ne connais pas ses problèmes, mais bon, c'est malheureusement, c'est ainsi. Mon avocat, maître Thomas Lionca, ou mon avocat qui est un avocat américain, maître Eric Witt, qui avait subi des menaces lui aussi, donc des magistrats. Donc on est quand même dans un contexte pénible. Il faut tout pour empêcher la vérité. Hein. Bien sûr. Donc, j'ai eu une décision défavorable. Avant d'expliquer mon cheminement, je vais à la fin. J'ai eu une décision défavorable. Et cette décision défavorable a des conséquences très lourdes. Parce que je suis poursuivi par le fisc qui ment, qui a menti. J'ai les preuves. J'ai tout ce qu'il faut pour apporter la preuve du mensonge des services fiscaux. Mais bon, personne ne veut les regarder. C'est les menteurs qui ont pignon sur rue. Et donc, ils m'ont condamné à payer 1 million d'euros. Parce que, tu sais, avec les surtaxes et les machins ici là. Plus les frais de procédure, d'appel, de cassation, il y en a à peu près pour 200 000 euros. Donc, ça me fait 1 200 000 euros. Autant te dire, je n'ai pas cet argent. Alors, j'ai écrit à l'avocat, j'ai dit merci, au revoir, je ne peux rien payer, qu'ils me saisissent. Suivant, qu'est-ce que je fasse? J'ai comme j'ai dit, j'ai 4 solutions. La première, c'est la procédure que je mène, enfin que l'enquête de justice, une association que tu connais peut-être, est en train de mener, et donc à laquelle je me suis associé. Peut-être qu'elle va aboutir, je ne sais pas. Donc c'est compliqué, et je leur en sais gré, parce que c'est quand même compliqué, complexe de défendre énormément de dossiers et d'assigner l'État français. Bon.
Deuxièmement, c'est de faire comme un parent, c'est-à-dire de rentrer en résistance et d'en tuer quelques-uns. Ouais. Bon, Ouais, ouais. voilà. Troisièmement, laisser faire. Et puis, j'irai peut-être mendier dans la rue, je ne sais pas, puisque tout a été saisi, mes maisons, mes biens, tout. Biens immobiliers, mobilier. Donc, comme je ne suis pas quelqu'un qui est très riche, hein, donc voilà. Bon. Et la quatrième, c'est bon, se suicider. Bon, ça c'est Ouais. le Pas la pire. Bon, mais enfin pas la bon, bonne solution. je dis pas qu'il faut l'envisager, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, il faut savoir que moi, j'avais pas des revenus, j'étais PDG d'une société, mais j'avais bloqué quand je suis devenu président, j'avais demandé au conseil d'administration que mon salaire ne soit pas supérieur à plus de 7 fois le plus bas salaire de la société. D'accord. Donc, je n'avais pas un salaire comme on Ok. peut le constater aujourd'hui, des gens qui ont 20, 30 000, 40, 50 000, 1 million d'euros. Bon. Donc, moi, j'avais l'équivalent, bon, je ne sais plus à l'époque, mettons le salaire, c'était, mettons, 800 euros ou 1000 euros, je ne sais plus, bon, l'équivalent. Bon, donc, j'avais 7 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 45 000 francs. Bon, c'est pas un Ouais, non, mais salaire. il Bon, y avait voilà. il y avait une proportion respectable, en fait. Pour être dirigeant d'une société de 300 personnes, bon, qui exportait dans le monde entier, j'aurais pu espérer plus, mais moi, ça me suffisait. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un homme d'argent. Ce que j'aime, c'est construire des projets et faire des choses. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc je suis allé à la fin pour dire, voilà, la situation dramatique dans laquelle je suis et dans laquelle la justice qui a menti en permanence dans mon dossier, malgré les témoignages que j'ai, malgré les gens qui peuvent aller sur mon blog, ils peuvent voir, j'ai des témoignages du président de la Chambre régionale des comptes, d'un des plus hauts magistrats de France, qui m'a témoigné pour dire que j'avais subi un complot, que mon dossier avait été transféré à Aix illégalement pour me mettre entre les mains d'un escroc, Guy Mariani, que j'ai fait condamner au bout de 20 ans à 7 ans de prison ferme. Bon, ouais. Avec le témoignage d'un directeur départemental des impôts qui est venu à la barre et j'ai été innocenté en première instance et qui est venu à la barre pour dire mais ce qu'on accuse M. Armenant, c'est impossible, on contrôlait tout, on vérifiait tout et de toute façon, il ne payait pas la TVA. Donc, je ne vois pas pourquoi il aurait triché sur la TVA. Bon, avec aussi le témoignage d'une personne, quand j'ai fait condamner l'administrateur judiciaire à 7 ans de prison ferme pour faux, usage de faux, etc., la présidente du tribunal a présenté ses excuses. J'ai un témoignage d'un... C'est important ce que tu dis là. Oui, mais j'ai un témoignage de ça. J'ai aussi un témoignage quand Mariani a été condamné à 7 ans de prison ferme en appel, en acceptant, il s'est retiré de l'appel parce que j'ai fait venir des témoins qui venaient l'accabler et donc du coup il a accepté la condamnation de l'année d'avant. Et donc là, j'ai un témoignage de ce qu'a dit le président du tribunal qui a dit « Je sais que Maître Mariani a déjà été condamné en 1987 et qu'il aurait dû jamais être administrateur judiciaire. Je sais pourquoi il a été réhabilité, mais je ne suis pas là pour le dire. » Bon, c'est triste parce qu'il aurait dû le dire. Oui, mais, non, mais nous, on a poussé. Moi, j'ai dit, mais vous allez me le dire. Il n'a pas voulu, il n'a rien dit. Voilà, c'est... Bon, on a affaire... Qu'est-ce que... Moi, c'est comme si j'avais Al Capone qui me jugeait, quoi. Oui, bon. Bien sûr. Non, mais... Donc, voilà, donc, c'est 4 témoignages que j'ai envoyés au premier président de la Cour de cassation. Et tu n'as pas eu gain de cause à la Cour de cassation. Enfin, le premier président de la Cour de cassation. Donc, je vais résumer. J'ai fait ce courrier au président de la Cour de cassation. Là, j'ai fait quelques résumés importants pour démontrer l'absurdité des poursuites judiciaires que je subis, car j'ai constaté une mauvaise connaissance des magistrats de mon dossier. Alors, j'ai écrit et j'ai dit, Monsieur le Premier Président, je constate une mauvaise connaissance de la réalité de mon dossier, voire pièces, etc. Et donc, je prends la liberté de vous écrire pour vous expliquer ce que j'ai vécu. Une histoire judiciaire qui fait comprendre la situation de Richard Armenante, tant les preuves irréfragables justifient l'injustice que j'ai dû subir pendant 25 années. Corruption à tous les étages
des services judiciaires et complot en bande organisée pour détruire Richard Ormenante. Cela justifie ma position et mes analyses. Et devant les faits, les arguments de mes adversaires sont sans valeur. Je lui ai même dit, pour croire en la justice en France, il faut beaucoup d'humour, disait un avocat. Donc voilà, je suis quand même allé assez loin. Alors, que faire donc? Je pose la question au Premier président. Quand vous avez été ruiné, détruit moralement, face à une injustice incontestable, j'attends donc des excuses de la France et des services judiciaires pour l'honneur de ma famille et le plus vite possible. La France n'est plus capable de faire régner la justice. L'injustice est devenue un métier. Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice, disait « En France, il ne faut pas avoir affaire à la justice. » La France n'est plus capable. Elle ne peut plus rien faire. En France, il n'y a pas le pouvoir, mais l'abus de pouvoir. Et donc la faiblesse des contre-pouvoirs citoyens. La France est le pays qui a proclamé les droits de l'homme, mais pas celui qui les applique. Pour croire en la justice en France, en effet, il faut énormément d'humour. Une justice française, classée par la Commission européenne d'évaluation de la justice, le CEPEJ. La justice française, tenez-vous bien, classée 37e sur 43 pays, derrière l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Claire O'Daly, députée européenne, irlandaise, m'a questionné, m'a invité à lui faire part de mes analyses, de mes souffrances. Je lui ai apporté toutes les preuves irréfragables que j'ai fournies à toutes ces personnes qui ont le pouvoir judiciaire. Eh bien, elle en a déduit que la France était un pays où la justice était arbitraire. Bien sûr. Une justice classée, elle a confirmé, classée dernière des dernières, 37e sur 43. Mais qui a honte de cela? Quel député s'indigne? Aucun. Je n'en vois aucun, de droite à gauche, d'extrême. J'en vois aucun vraiment s'indigner. C'est une honte. Alors, la France est devenue une démocratie de faible intensité. Car qui s'indigne? À part nous. Ouais. Là est la réalité. Moi, j'ai participé aussi aux États généraux de la justice, auxquels j'ai donc donné des informations, mes analyses, etc., ainsi que celles de Claire O'Daly. La devise de la France, c'était liberté, égalité, fraternité. Je le dis, en effet, était, car tout cela est parti dans les oubliettes. Les droits de l'homme que la France ne respecte pas. Le déclin de la France, une réalité. Alors mon histoire et mon combat sont la démonstration de la radicalité de nos institutions, de la corruption de ce pays. Et suivant mon histoire familiale de résistance aux nazis, une radicalisation à bas bruit en route, pour ne pas dire une nazification des esprits. Comme disait Jacques Chaban-Delmas, que j'ai rencontré en 1987 en Israël, où, je le répéterai tout à l'heure, où j'ai eu l'occasion de participer à l'édification d'un centre culturel qui s'appelle Gaston Deffer, au décès de Gaston Deffer. Et donc ma famille m'a mandaté pour participer financièrement, bien entendu, à ce centre culturel. Et Jacques Chaban-Delmas était le président de l'association qui a récolté les fonds, j'en étais le trésorier. Et Edmond Charleroux était donc membre de l'association. Donc on est allé en Israël et c'est là que Jacques Chaban-Delmas m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit l'esprit de collaboration a pris le dessus. Mais je n'avais pas imaginé en 1987 ce que voulait dire cette définition, cette vision donc de la société qu'avait Chaban-Delmas, Jacques Chaban-Delmas. J'ai compris au fil du temps donc ce qui s'est passé et j'en relaterai un petit peu tout à l'heure. Donc, cette société qui nous désarçonne
complètement et nous met à mal. Ma famille des résistants de la première heure en 1940, des rues et avenues, ainsi que la décoration de la Grande Croix de la Légion d'honneur témoignent du sacrifice humain de ma famille. Des membres de ma famille avaient tissé des liens particuliers de cette période de résistance avec M. Gaston Defferre, M. Jacques Chaban-Delmas. Ma famille m'a appris cette curiosité nécessaire à la vérité et la cruauté des hommes et de la guerre. Quand ma famille, par exemple, tentait d'informer ce que faisaient les nazis, les Français ne voulaient pas le croire. Je suis donc en résistance. Nous sommes tous les deux là, on n'est pas les seuls, mais on est quelques-uns, une petite poignée, nous sommes des résistants à cette médiocrité que nous dénonçons. Alors, dans ce monde qui est le nôtre maintenant, lire, penser, rire, rêver, découvrir, c'est résister. Le fascisme est rampant. Mais rappel de ce que disait Socrate. Et que disait-il? Les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Les gens moyens apprennent de leurs expériences. Les gens stupides ont déjà toutes les réponses. Beaucoup sont en trois, en particulier des journalistes et des politiques. C'est triste. La culture en France, c'est ce qui manque le plus. Et Jean Rostand se posait la question. Qu'est-ce que la culture? Parce qu'il faut en venir là. Parce qu'en fait, il faut modifier les esprits. La culture, je le lis, ce que disait donc Jean Rostand. La culture, ce n'est pas avoir le cerveau farci de dates, de noms ou de chiffres. C'est la qualité du jugement, l'exigence logique, l'appétit de la preuve, la notion de la complexité des choses et de l'arduité des problèmes. C'est l'habitude du doute, le discernement dans la méfiance, la modestie d'opinion, la patience d'ignorer, la certitude qu'on n'a jamais tout le vrai en partage. C'est avoir l'esprit ferme sans avoir l'esprit rigide. C'est être armé contre le flou et aussi contre la fausse précision. C'est refuser tous les fantasmes et jusqu'à ceux qui s'autorisent à la déraison. C'est suspecter les dogmatismes officiels, mais sans profit pour les charlatans. C'est révéler le génie, c'est révérer le génie, mais sans en faire une idole. C'est toujours préférer ce qui est à ce qu'on préfère qui fut. Voilà ce que disait Jean Rostand, et je suis heureux de le dire ici, et je demande à tout le monde d'en prendre bien connaissance qu'il avait tout dit. Donc, suivant mon analyse, la France est donc totalement en déclin, c'est clair. Ça, c'est une évidence. C'est aussi la cause de l'injustice que nous subissons tous et que je subis. Alors, pourquoi la France est en déclin? La société française est devenue si malhonnête que la vérité offense réellement que certains citoyens, mais que les politiques et surtout pas la presse. Car le vrai désordre en France, c'est la justice et l'abus de pouvoir des administrations. Les élus pensent que les administrations sont parfaites et donc ils n'apportent aucun correctif. Mais quelle naïveté! Les nazis le savaient et quand ils sont venus en France, ils en ont abusé et usé. Il y a la violence directe de certains fonctionnaires, où la vidéo devient une preuve irréfutable, et la violence indirecte, moins visible, pour ne pas dire invisible, mais beaucoup plus destructrice, où les preuves ne servent à rien, car même les lois sont bafouées. Le pillage est permis jusqu'à la mort. Les administrations utilisent les chambres à gaz indolores. Tu meurs à petit feu. La France est devenue un camp de concentration d'abus de pouvoir des administrations. Le bruit des bottes des policiers français fait mal. Mais par contre, celui des pantoufles des administrations françaises est pire encore. Voilà ce que je dis à ce juge qui est le premier magistrat de la Cour de cassation. En conclusion, donc comme je lui dis, je continue à être l'arme, car le danger ne vient pas de celui qui mord, mais par celui qui lâche.
car ceux qui sont neutres en situation d'injustice ont choisi l'oppresseur administratif. La France est devenue peu à peu un pandémonium et ce n'est pas un euphémisme. Les peuples forts, et là je crois une bonne définition, les peuples forts sont ceux qui animent dans la vie publique l'esprit d'union, de respect, de discipline et d'un comportement exemplaire des dirigeants politiques. Le comportement est plus important que les objectifs. Et d'ailleurs, le général de Gaulle l'avait non seulement compris, mais imposé à toute son équipe ministérielle. Car sans un comportement exemplaire, une nation ne pourra pas réaliser les objectifs. Un pays est cultivé non en raison de sa fertilité ou de son économie, mais en raison de sa liberté. Oui. Tout cela permet à la nation de présenter un corps solide. Les peuples forts sont ceux qui possèdent dans la vie privée l'esprit d'audace et d'initiative, de sorte que l'individu s'y développe et entreprend sans cesse. Les peuples qui possèdent ces qualités s'élèvent, les autres déclinent et plus ou moins d'instruction n'a rien à voir. En France, il n'y a pas le pouvoir, mais l'abus de pouvoir, dans la faiblesse des contre-pouvoirs. La France est le pays qui a programmé les droits de l'homme et pas celui qui les applique. Oui, je le répète. On peut facilement éliminer ou identifier une vraie dictature, mais il est très difficile d'éliminer une fausse démocratie. La dictature parfaite aurait les apparences de démocratie, une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeaient pas à s'évader, un système d'esclavage, où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, 1864-1963, écrivain britannique, auteur du livre Le meilleur des mondes. On n'a rien inventé, tout est en train de se faire. Il y a certains qui connaissaient vraiment ce que sont les êtres humains. Donc, pour votre sagacité, vous avez bien compris ma colère. Et cette colère est légitime par les informations que je vais vous donner et que j'ai données ci-dessus. Et je sollicite donc votre aide, votre soutien, afin que justice me soit rendue comme je le mérite. Vous pouvez partager mes réflexions et les faits irréfragables sur la médiocrité judiciaire que j'ai adressé bien sûr à Monsieur le Président de la République. Vous pouvez lire des dénis de justice, des jugements uniques et des forfaitures perpétrées par la justice française, où certains magistrats trop nombreux sont corrompus. Cette justice française qui a couvert les mensonges, les tricheries, les faux usages de faux, non seulement de l'escroc notoire, l'administrateur judiciaire, le sieur Guy Mariani, qui a été désigné en juillet 1996 pour soi-disant m'aider et que j'ai fait condamner en 2012 et 2011, non sans mal, à 7 ans de prison ferme pour faux, usage de faux, escroquerie, etc. 1 milliard d'euros détournés en 30 ans, plus de 20 ans de procédure. C'est honteux. Et de plus, avec les excuses, comme je le disais tout à l'heure, de la présidente du tribunal correctionnel en première instance que j'avais exigé. Mais l'administration des services fiscaux n'ont pas cessé à la barre de la justice française de mentir. De mentir à la justice, c'est grave. En particulier dans les 2 derniers arrêts. À la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite à l'arrêt du 26 novembre 2020, et au pouvoir en cassation que j'ai mené et que malheureusement j'ai aussi perdu, à la Cour de révision, parce que j'avais demandé à ce que ma condamnation, parce que j'avais été innocenté en première instance, et condamné en appel, puisqu'on n'a pas écouté le témoin. Je n'avais pas de document. Seul le témoin, directeur départemental des impôts, était ma preuve. On n'écoute pas le témoin, les impôts mentent, on écoute les impôts, je suis condamné. Et donc, à la Cour de révision, on n'a pas écouté les informations qu'on a données et on m'a rejeté ma demande donc d'annulation de cette condamnation. Alors la justice, ce n'est pas là pour dire la vérité, mais pour la rechercher. Ben, j'attends toujours. Je pense que toi aussi. Ah bah oui. On attend. Oui. En fait, peu de citoyens le savent. En France, les avocats, les administrations peuvent mentir. Ils ne s'en privent pas, contrairement aux USA, même si aux USA, il y a aussi des défauts. Aux USA, il faut dire la vérité.
c'est une obligation. Mentir est un délit. En France, mentir, c'est un sport. On le voit. Aujourd'hui, tout le monde ment et c'est à celui qui ment le plus fort. Goebbels disait, tu peux répéter plusieurs fois un mensonge, à la troisième fois, ça devient une vérité. Donc la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenue un pandémonium. Et ce n'est pas un euphémisme. Donc, pour votre curiosité, j'ai adressé à ce juge, premier juge de la Cour de cassation, le relevé explosif des documents de l'instruction. Un relevé, bon, que je ne peux pas détailler, mais qui fait plusieurs pages et qui montre toutes les escroqueries qu'a faites Guy Mariani. Guy Mariani qui était franc-maçon, bien entendu. Oui. Franc-maçon, il avait pas loin de 20 avocats. Et chaque fois, le juge qui le défendait, chaque fois le juge d'instruction, quand il devait faire une convocation, il devait écrire aux 20 avocats. Mais personne ne s'en plaint. Si toi, tu abuses, on va te dire que tu abuses. Là, Mariani, non. Lui, il a le droit d'abuser, de tricher, de mentir. Ouais. Et donc, j'ai attendu avec impatience l'aide et le soutien afin que justice me soit rendue dans les meilleurs délais. Je n'ai pas obtenu. J'ai rien obtenu. Ouais. Aucun regard objectif. Toujours donc une lecture à charge à mon égard. Aucune lecture à décharge. Oui, mais je pourrais faire une petite synthèse en une seule phrase, en fait. Vas-y. Dans tout ce que tu dis jusqu'à maintenant, là, même si tu vas continuer d'exposer, d'accord? Oui. Moi, je fais une phrase simple. On t'empêche, et on empêche tous les justiciables d'avoir le respect du contradictoire. Le contradictoire qui n'est pas respecté entraîne automatiquement une escroquerie à jugement. Et une fois que ton escroquerie à jugement est obtenue, toi qui es la victime, tu deviendras automatiquement le coupable. Et pour t'empêcher de te défendre, ils vont créer un mécanisme de la forme qui va l'emporter sur le fond, qui s'appelle l'irrecevabilité. C'est le schéma global. Mais toi, c'est ce que tu vis depuis des années. Oui, bien sûr. Et il faut quand même qu'on sache que je n'ai jamais été entendu par un magistrat. Voilà. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant le tribunal sans être mis en examen, sans être entendu par un magistrat. Parce que moi, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez le directeur départemental du Trésor. Mais là, c'est pas la peine de faire un procès. On l'a pas entendu, on n'a pas convoqué le témoin. Il a fallu que je le fasse venir à la barre et je la remercie. Je remercie Brigitte Slavic qui a sacrifié sa carrière parce qu'on l'a brimée. En plus, comme elle est venue témoigner, on l'a brimée, on lui a cassé sa carrière. Ça m'étonne pas. C'est vraiment des fumiers. Voilà. Et donc, j'ai jamais été entendu par un magistrat. Aucun magistrat ne m'a écouté. Jamais, 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 jamais. Ça s'appelle la violation du contradictoire. Comment est-ce possible? Ben, comment peut-on refuser d'écouter un témoin? C'est interdit par les droits de l'homme. On refuse. Alors, ils ont tous les droits, les magistrats. Ils vont toujours te trouver une loi qui leur permet de tout faire. Bon, parce qu'il y a des lois, nul n'est censé ignorer la loi, mais comment connaître donc des lois, il y en a 20 000, c'est impossible. Donc, même les avocats, voilà. Donc, quand j'ai fait condamner Mariani, on m'a refusé l'indemnisation au tribunal correctionnel. On m'a dit, ah, mais comme vous l'avez assigné au civil, alors allez au civil. Et au civil, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a rejeté. J'étais obligé d'aller en cassation et on m'a rejeté. Mais qui on prend pour des cons, là? Il faut arrêter de me prendre pour un con. Mais je vais rentrer en résistance. Et il y aura peut-être des morts. Peut-être ce sera moi, mais ça sera peut-être eux aussi. D'accord. Alors donc, je te suis à 100%. Je lui ai envoyé des pièces, non seulement la liste, comme je disais tout à l'heure, le relevé explosif de tous les documents de l'instruction. J'ai tout scanné. J'ai scanné tous les documents de l'instruction. Tout.
J'ai un ami qui m'a permis de tout scanner. J'ai fait une revue de presse que tu as lue. Oui. 80 revues de presse. Depuis 1970, il est poursuivi, Mariani. Oui, depuis 1970. 40 ans de poursuite sans qu'un juge puisse le condamner. Il a fallu que je me mouille parce que mes avocats, certains avocats me disaient « Tu n'arriveras jamais à le faire condamner. » J'ai réussi. Et c'est lui qui est condamné et c'est moi. C'est à moi qu'on rejette et c'est lui qui a gain de cause. C'est-à-dire que moi, je vais être obligé de le payer à lui. Il faut arrêter de déconner quand même. Donc, Richard, est-ce que tu veux que je fasse un jeu de mots là, tout de suite? Vas-y. Liberté, égalité, fraternité. Il y a une chose qui n'a pas disparu. C'est une certaine fraternité, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais la fraternité, elle est que pour certaines personnes. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai adressé à ce premier président de la Cour de cassation, j'ai adressé mon CV. Qui suis-je? L'historique de ma famille. Je me suis mis à plat totalement. Un résumé d'activité, ce que j'avais fait. La plainte en cours, enfin, le message que Enquête de justice est en train de réaliser. Un résumé de mon combat judiciaire. Un communiqué de presse où tout est expliqué, où on explique donc le déraisonnable, une justice à charge et jamais à décharge. Un résumé de mon combat en une page, parce que j'en ai fait à 3 pages, en une page, parce qu'on me dit « Ah ouais, c'est trop long, une page ». Parce qu'on me disait « Bon, il faut écrire en 2 lignes ». En 2 lignes, oui, ben, je me suis fait niquer. Bon, là, bon, on peut le dire avec un mot grossier. Bon, j'ai mis aussi l'attestation de santé, parce que j'ai eu aussi des problèmes de santé, une maladie nosocomiale, j'ai été obligé de suivi par un psy, etc. Bon, donc, j'ai expliqué ça. Et là aussi, c'est une cause du fait qu'au début, j'ai été très affaibli pour me défendre. J'ai envoyé aussi les 10 questions à se poser sur la justice. L'étude de Claire Daly, la députée européenne. J'ai envoyé dans mon CV, etc., etc., etc. Et puis, j'ai aussi envoyé, parce que j'ai découvert dans les documents de l'instruction, un courrier de Guy Mariani, écrit en juin 1996. Il écrit à l'avocat général de la Cour de cassation d'annuler sa condamnation. Parce qu'il était condamné en 1996, avant qu'il soit nommé, il était condamné à de la prison. Et la Cour de cassation, il a intervenu, il a fait un courrier que la police judiciaire, parce que la police judiciaire a fait son boulot. Donc moi, j'ai récupéré ce document dans lequel il écrit au président de la Cour de cassation, enfin, à l'avocat général de la Cour de cassation, qui est un escroc notoire, je ne me souviens plus son nom, et il a annulé la condamnation de Mariani. Comment est-ce possible? Et donc, du coup, il avait déjà été condamné en 87, on a annulé une condamnation en 96, tout ça avec la participation des magistrats. Maintenant, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais c'est à force de dénoncer. Hein. J'ai quelques dates historiques nécessaires pour comprendre mon analyse et mon combat pour une meilleure justice. Alors, de 1981 à 1996, la création de la société en 1981. Comment je suis devenu président donc, de la société? Pour votre curiosité, en 82, un ancien actionnaire qui avait collaboré pendant la guerre avec les nazis, au moment où on était en train de créer la société, je subis des menaces auprès de ma famille. Mon fils est bousculé à l'école, etc. J'ai décidé d'organiser une rencontre avec lui dans un hôtel proche du stade Vélodrome. C'était l'hôtel Sofitel. Nous étions tous les deux et il me dit « Je peux vous faire du mal, car mon frère est dans la mafia marseillaise. » Mais aussitôt, je lui réponds « Vous le prenez sur ce ton, alors je m'en vais. Et celui qui sera mort économiquement sera vous. » Il se relève et me retient, il met le pied à la porte que j'étais en train de refermer.
Et il me dit, ne partez pas, c'est quoi votre menace? Et je lui dis, vous vous souvenez, en 1944, de M. François Roussel, c'est mon oncle. Il vous avait mis le revolver sur la tempe pour votre collaboration active avec les nazis. Il se trouve que nous avons toujours le même revolver. Mais en plus, je n'ai qu'un mot à dire à cette époque-là à Gaston Defferre, et cela fera l'objet d'un article sur votre famille. Il obtempéra, il me dit, vous allez réussir et je vous souhaite un vif succès. Il m'a même proposé une coupe de champagne. Ensuite, il m'a dit, que voulez-vous que je fasse? Je lui ai répondu, cessez de me nuire, cessez de nuire au projet des salariés qui sont motivés pour cette entreprise. Quant à votre passé, je ne suis pas là pour régler des comptes. Donc, ça, c'était au moment où on était en train de créer. Alors, comment je suis devenu PDG? En fait, je m'étais aperçu que les dirigeants, ils voulaient donc liquider la société. Alors, j'ai gardé un lot de facturation. Je n'ai pas facturé, parce que tu sais, quand tu factures, ça va dans le passif. J'ai gardé donc une grosse partie de la facturation et j'ai dit aux délégués, j'avais fait un projet, je l'ai donné aux délégués du personnel, je dis voilà, il y a un moyen de reprendre cette affaire. Le général de Gaulle avait permis, il y a une loi qui existe, qui permet aux salariés de reprendre une société, de devenir actionnaire de la société, à condition de mettre les indemnités de licenciement dans le capital de la société. Et je leur ai fait toute la stratégie commerciale de ce qu'il fallait faire. Oui. Donc, je leur ai donné, parce que moi, j'étais cadre dans cette entreprise, j'étais cadre informatique, et donc, j'avais une vision, donc je me faisais une idée. Et avec un ami, on avait décidé de quitter l'entreprise, vu qu'elle allait fermer, et de créer sa propre société. On allait travailler dans l'informatique, la mécanographie, enfin dans ces métiers-là. Donc, je leur propose ce projet, et puis je les laisse réfléchir. Et ils reviennent vers moi 2 jours après, ils me disent votre projet, on est d'accord, mais il nous faut un dirigeant. Ah ben, je dis ça, vous en trouverez un hein, à la CGT ou CFDT, enfin, dans les syndicats, il y en a bien. Il me dit non, mais comme c'est votre projet, on a pensé à vous. Je dis attendez, moi, j'avais 30 ans à l'époque. C'était du jour au lendemain, on trouvait dirigeant d'une société de 200 personnes qui est devenue 300 personnes. Ça, tout d'un coup, ça m'a fait un poids sur les épaules. Ah oui. J'ai dit, bon, laissez-moi quelques jours pour réfléchir. J'en ai discuté avec mon épouse et j'ai décidé de faire le pari. Et puis, donc, voilà comment je suis devenu dirigeant. On a fait les statuts. C'est là que j'ai défini moi-même. Personne ne me l'a demandé. Hein. C'est moi qui ai défini les revenus du dirigeant. Pas plus de 7 fois le plus bas salaire de la société, etc., etc. Et les salariés étaient actionnaires. Donc, je n'avais pas de majorité. J'ai eu mon pourcentage qui a augmenté après, parce que les gens qui partaient, qui vendaient leurs actions en partant à la retraite, on les rachetait au prix du marché. Donc, j'ai eu mon pourcentage qui s'est un peu développé, mais j'étais minoritaire. Donc, je me retrouve dirigeant et donc, devenant dirigeant, je deviens une cible et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je suis devenu la cible d'un des gros actionnaires qui a essayé de me menacer. Mais j'avais des atouts. Ma famille, des résistants, des amis comme Gaston Defferre. Je prends contact avec Gaston Defferre. Je lui téléphone et j'ai une cousine dont son parrain était Paul Ricard. Donc, je téléphone à Gaston Defferre et je me fais passer pour Paul Ricard. Parce que même si je n'allais pas dire mon oncle, machin, ça ne passait pas. Je me dis, voilà, allô, Paul Ricard au téléphone. Là, on me passe Gaston et Gaston me dit, allô, Paul. Je dis, non, c'est pas Paul, c'est Richard Armenante. Et en 3 minutes, je lui explique mon projet. Et je lui dis qui je suis aussi. Il fallait être concis. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait les grandes phrases, ni de parler pendant 3 quarts d'heure. Donc, il a fallu que j'ai préparé, bien sûr, cet entretien. Je savais qu'il fallait que je sois percutant. Et mes oncles me l'avaient donc indiqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, là, il me dit, venez me voir.
vous avez 5 minutes pour venir dans mon bureau. Bien sûr, on est parti comme des fous. On n'a peut-être pas mis 5 minutes, mais enfin, on est arrivé. Et là, on était une dizaine. Et il fait, qui c'est Richard Bonante? Bon, je lève la main, et moi, comme un enfant, on avait 30 ans. Et je vois ce bonhomme, ce monstre sacré de la politique. Je n'étais pas d'accord surtout avec lui. Bon, mais c'est comme ça, la politique, c'est ainsi. Mais là, il m'a dit, votre projet, c'est le mien. Et il y avait des hauts fonctionnaires qui étaient là. Et donc, il a défendu mon dossier. Il m'a soutenu jusqu'au bout. Contre Delors. Delors était contre. Il a téléphoné à Delors devant moi en disant, écoute, ce projet, c'est le mien. Et le patron, c'est moi. Et à l'époque, il était ministre de l'Intérieur et Jacques Delors s'est exécuté. Donc, ça a été quand même quelqu'un qui a permis à cette entreprise de voir le jour. Et Gaston ne m'a jamais rien demandé. D'accord. Non, mais il aimait le projet, en fait. C'est moi, ça lui a plu. Et en plus, il connaissait l'histoire de ma famille, bon, ce qui a rajouté à la confiance qu'il pouvait avoir en ma personne. Et d'autre part, j'ai participé, parce qu'après on m'a reproché, mais j'ai donné quelques milliers de francs à l'époque à tous les partis politiques. Parce que une fois que Gaston Defferre avait pris les devants, tout le monde, bien sûr, s'est mis au pli de Gaston. Donc, la société avait des fonds. J'ai participé dans les journaux, tu sais, un truc de parti. Et un jour, on m'a reproché, on m'a dit, Benante, il avait financé le Parti Socialiste. Jamais financé le Parti Socialiste. Quelques milliers d'euros, que j'ai donné d'ailleurs à l'époque au RPR, à tous les partis politiques du moment. Bon. Tu as fait une équité, en fait. Oui, voilà, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, Gaston, j'ai dit, bon, je vais faire ça. Il m'a dit, si tu le fais, fais-le à tout le monde, parce qu'après, tu vas être emmerdé. Bon, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà cette épopée. Et en 1987, après le décès de Gaston Defferre, donc j'en viens à Chaban-Delmas, l'État d'Israël voulait donc créer un centre culturel français et l'appelait Gaston Defferre. C'est ce qui existe aujourd'hui à Haïfa. Donc moi, j'étais trésorier de l'association qui a été constituée. J'ai collecté des fonds. D'ailleurs, la plupart des socialistes, il n'y en a pas un qui a mis des sous. Hein. Michel Peset, qui l'a ramené, bon, Gaston, Gaston, il ne pouvait pas le voir. Moi, j'avais rien contre lui. Mais il n'a pas mis un centime. Bernard Tapie, pas un centime. Personne. Bon, ma famille, on a mis. Des amis, des chefs d'entreprise ont mis de l'argent, ce qui a permis de lancer le projet et de pouvoir trouver les financements de ce centre culturel. Donc, on est parti en 87, après le décès de Gaston Defferre à Haïfa. Et c'est là que Chaban-Delmas m'a dit cette fameuse phrase, « L'esprit de collaboration a pris le dessus. » Et là, il m'a dit, « Tu devrais aller avec Robert Vigouroux, parce que Robert Vigouroux veut réunir la société civile et faire de Marseille un exemple de démocratie. Et si Marseille réussit, ça peut faire tache d'huile au niveau de la France. Parce que l'esprit de collaboration, etc. » Donc, il voulait rétablir la vraie politique et Vigouroux, il s'est attelé à ça. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Par exemple, quand j'étais adjoint au maire, on a supprimé, moi j'ai découvert que les gens qui étaient élus, ils étaient élus une fois et puis après la mairie payait, même s'il n'était plus élu. Aujourd'hui, j'ai 140 € de retraite d'élu. Bon. D'accord. Si on avait utilisé les anciennes règles, j'aurais peut-être 2000 € aujourd'hui. Bon. D'accord. Peu importe, on a supprimé ça, nous, pendant notre mandat. Et Vigouroux m'a dit, il faut que tu rétablisses, il y a des sociétés d'économie qui perdent de l'argent, il faut rétablir les comptes financiers, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, les fonctionnaires, ils ont été ravis. J'ai tout redressé, ça faisait des décennies. Je ne fais aucun reproche au passé. C'est comme ça. J'ai redressé, j'ai fait mon travail. On a remis de l'ordre. On a remis de l'ordre dans les finances publiques. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser Marseille comme phare. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, malheureusement. Donc, c'est
Voilà. C'est un lien qui était attaché quand même à ton activité, en fait. Voilà. C'était un lien et donc en 87, il a poussé ça et donc c'est en 89 que, bon, au début, j'hésitais parce que c'était quand même une lourde charge déjà en tant que PDG et devenir élu. Bon, et quand il a fallu que je devienne élu, bon, il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts. J'avais plus de vie de famille. Bon, c'était quand même quelque chose de compliqué. Bon, ben, tu vois. Donc voilà, donc j'ai fait mon devoir et on a, comment je veux dire, quand il a fallu renouveler le mandat, mais je viendrai tout à l'heure, je le dirai, il y a quelques dates pour aller vite et pour pas trop perdre de temps. Oui, en 92, là, on arrive presque à 1 heure d'entretien. Eh oui, oui. En 1992, j'ai un contrôle fiscal qui se passe bien, pas de problème. 92-93, il y a la grève du personnel de l'administration pénitentiaire. Et là, c'est là que je vais voir le TPG parce qu'on avait un atelier qui fabriquait des produits, qui fabriquait plus de 50% des produits, qui faisait du montage. Et donc, le fait qu'il y ait la grève, on a perdu, on a eu de grosses difficultés. Et là, le TPG m'a permis, il m'a dit, bon, ben, vous ne payez pas la TVA, etc. À fin 93. En 93-94, donc j'ai cette aide du TPG. Et en 94, je lance un plan d'investissement avec l'accord des banquiers. Et tout cela est scellé, organisé. Et donc, tout fonctionne bien. Jusqu'à en avril 94, mars-avril, je fais une campagne d'affichage avec Robert Vigouroux. Et un mois après cette campagne d'affichage, on me coupe tous les crédits. Je retourne voir et là, le TPG qui déjà m'aidait, où je ne payais pas la TVA, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, les banquiers ne veulent plus me financer, alors qu'ils ont donné leur accord écrit. J'avais tout bouclé. Et je pense que c'est un problème politique. Je dis, moi, dans ce cas-là... C'est uniquement ça, Richard. Hein. Dans ce cas-là, je dépose le bilan. Et donc, il me dit, déposez pas le bilan, puisqu'on vous a déjà aidé en 93, on va continuer à vous aider, vous ne payez pas la TVA. Donc, 93 et 94, je ne payais pas la TVA. Pourquoi? J'allais tricher. Bon. Donc, là, par contre, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de fonctionnement de logiciels. En 93-94, on avait des logiciels qui ne marchaient pas. Et on décide de les changer, les logiciels comptables, et on change tous les logiciels en 95. Compte tenu que j'avais plus de financement, j'utilise toute ma trésorerie, plus l'aide du TPG, il me dit, lancez les investissements, on va trouver un accord. Donc, en 96, je saute. Hein, en 96, un expert fait des audits. Enfin, 95-96, à la demande du trésorier père général, un expert, M. Kalpak, fait des audits, etc., qui démontrent que la société est viable. Il contrôle les comptes, il contrôle les CA3, la TVA, il contrôle tout. Oui. Et il démontre qu'on avait plus d'actifs que de passifs et donc que le projet est viable. Mais je trouve un partenaire qui vient, qui fait un chèque de 20 millions pour prendre la majorité d'une des activités. Parce qu'entre-temps, j'avais filialisé pour permettre ça. Les banquiers refusent que cet industriel rentre, alors qu'il venait avec un chèque de banque certifié. Quand j'ai vu ça, je dis, bon, je dépose le bilan. Je dépose le bilan. Mon dossier est dépaysé à Aix, illégalement, parce que moi, mon siège social était à Marseille. Pourquoi on me dépayse à Aix? On me met entre les mains de Mariani, qui entre-temps avait été condamné, mais innocenté. Voilà. Et donc, j'ai Mariani sur le dos. J'avais eu un nouveau contrôle fiscal en 1996, avril 96 est en marche. Bon, moi, je ne fais pas de soucis. Hein. Donc, ils viennent faire le contrôle fiscal 93-94. Pas de problème. Mariani me vire au mois d'août. Le contrôle fiscal se termine fin septembre.
Et là, tout d'un coup, j'aurais détourné de la TVA, etc., etc. Là, tu retombes sur ce que tu as dit depuis le début. Après, tu as le Oui, mensonge du mandataire. j'ai le mensonge. Le mandataire il savait tout, il avait les papiers, il ne veut pas me les donner, il me refuse tout, il me coupe toute ma couverture sociale, il me licencie, enfin il me licencie pas, il me met dehors, parce qu'il ne pouvait pas me licencier. C'était l'Assemblée qui pouvait me licencier. Mais l'Assemblée, c'est les actionnaires, les salariés. Ils savaient qui j'étais, ils n'allaient pas me virer. Donc, il m'a mis dehors, il m'a coupé tous mes droits sociaux et personne n'a rien dit. L'État n'a rien dit. Voilà, après, j'ai un contrôle fiscal, etc. Je rencontre aucun juge. Voilà. Le contrôleur fiscal, le contrôleur fiscal avait l'obligation légale de me présenter le contrôle fiscal. Il a présenté le contrôle fiscal administrateur, qui est un escroc, que je fais condamner. Moi, j'ai eu aucun contradictoire avec le contrôleur fiscal. Or, la loi condamne ça. Si tu n'as pas de contrôle. Bien sûr, là, tu reviens à ce que tu as dit dès le début, en fait. Là tu as fait la boucle, là, en fait, du coup. C'est ça, c'est ça. Et donc, je suis allé partout, au tribunal administratif, partout. Ouais. J'ai levé la voix. On m'a fait taire. À un moment donné, je suis allé au tribunal avec un chapeau. Le président du tribunal, il me dit, levez votre chapeau, il faut respecter la justice. Je dis, non, je ne vous respecte pas. Je n'ai pas à respecter la justice. Vous ne me respectez pas. Le président du tribunal est descendu de son piédestal. Il m'a fait rentrer, c'est au tribunal administratif. Il m'a dit, calmez-vous, monsieur Armenante. Vous avez gagné. J'ai gagné cette procédure, une des rares. Mais donc, on essaie de me faire taire. On n'a pas voulu de scandale, parce qu'à ce moment-là, s'il y avait scandale, les gens étudiaient le dossier. Et là, ils auraient été coincés. Donc, il fallait surtout me ruiner dans le silence, dans la médiocrité française. Et c'est ça, tout ce que j'ai vécu. Je suis allé en appel. J'ai même fait une procédure contre l'État. J'ai tout fait. Tout. Sauf la première procédure en première instance au tribunal correctionnel où j'ai été relaxé avec le témoignage du directeur départemental des impôts. Après, j'ai toujours été à charge et jamais à décharge. Et donc, voilà mon combat. J'ai honte pour ce pays. Ce pays me fait honte. Je crois que ça va être le mot de la fin, mon cher Richard, parce qu'on arrive au terme de notre émission. Mais là, dans la conclusion que tu viens de faire, là, c'est la finalité de ton dossier. La France te fait honte, la justice de la France te fait honte, d'accord? Et tu subis le mensonge depuis le début. Oui, d'autant plus qu'en 2010, j'ai rencontré le patron des services fiscaux avec un cousin qui était là. Il m'a dit, vous inquiétez pas, on va tout annuler. Jamais vous auriez dû être condamné. C'est pas possible. On va tout annuler. Il a rien annulé. Il m'a pris pour un con. Il a menti. Ce sont des menteurs. Je vomis ce pays. Bon. Eh ben, écoute, mais j'ai honte. Je suis le fils d'un résistant qui a donné sa vie pour ce pays. Ma famille doit se retourner dans sa tombe d'avoir sacrifié sa vie pour ce pays. Eh ben, je vais garder ça comme ton dernier message. Merci. Pour cet entretien, mon cher Richard. Et j'espère que cette vidéo-là circulera. Je t'enverrai le lien. Sais pas. Ben, tu m'envoies le lien par YouTube aussi. YouTube, c'est… Voilà. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à le lire. Voilà. J'attends de te lire. Je te remercie beaucoup pour cet entretien et je te dis à bientôt, Richard. À bientôt. Okay. Salut, bye bye. Au revoir. Salut.